La réciprocité. Les dons ne sont jamais gratuits, ils lient celui qui donne et celui qui reçoit dans une boucle de réciprocité. Marcel Mauss, sociologue et anthropologue. La réciprocité est un désir très fort, ressenti par la plupart des individus de rembourser des faveurs, des dons, des avantages ou des ressources qu'ils ont obtenus. Si vous avez déjà reçu un cadeau de la part de quelqu'un à qui vous n'avez rien donné, vous savez à quel point cette situation est inconfortable. Si quelqu'un nous procure un avantage ou un bienfait, nous voulons lui en procurer un en retour. En tant que force sociale, la réciprocité est l'une des tendances psychologiques fondamentales qui sous-tend la coopération humaine. L'instinct du donnant-donnant est extrêmement puissant et constitue le fondement des amitiés et des alliances. Historiquement, offrir des présents permettait aux puissants de garder le pouvoir, concept abordé ultérieurement, en organisant des fêtes somptueuses ou en accordant généreusement des titres et des terres. Les seigneurs accroissaient leur influence et accumulaient des faveurs dont ils pouvaient demander le remboursement en cas de besoin. Voici le problème. Le désir de réciprocité n'est pas nécessairement proportionnel à l'avantage fourni initialement. Dans son livre « Influence et manipulation », Robert Cialdini prend comme exemple les ventes de voitures. En général, les vendeurs de voitures disent aux clients « Que puis-je faire pour vous? Puis-je vous offrir un café? Voulez-vous un jus de fruits, un peu d'eau ?» Cela ressemble à un geste d'hospitalité assez banal. Il n'en est rien. Accepter cette petite proposition qui n'engage à rien crée en réalité un besoin psychologique de réciprocité. Les dés sont subtilement pipés en faveur du vendeur. Les acheteurs potentiels qui ont volontiers dit oui à cette petite offre gratuite sont beaucoup plus susceptibles d'acheter une voiture, d'ajouter des options et d'accepter des conditions financières moins bonnes. Résultat, ces clients ont dépensé des milliers d'euros de plus que les individus qui n'ont rien accepté du vendeur. Cela n'a rien de rationnel car le café ou le jus de fruits ne coûtent presque rien au concessionnaire. Mais la réciprocité incite l'acheteur à rembourser au centuple la faveur qui lui a été faite. Plus vous pouvez distribuer de valeur légitime à vos prospects juste avant d'entamer votre argumentaire de vente, plus ils y seront réceptifs. Distribuer de la valeur gratuitement augmente votre capital sympathie et vos chances de voir votre offre acceptée. Faire preuve de générosité est l'une des meilleures stratégies de vente. Vos clients vont vous respecter, ce qui va accroître votre réputation et améliorer vos chances de susciter suffisamment d'intérêt de leur part au moment où vous les appelez à agir. La possibilité de préjudice. Nous confessons nos petits défauts pour persuader les autres que nous n'en avons pas de plus grands. La Rochefoucauld, écrivain et moraliste français. Lorsque mon épouse et moi avons quitté New York pour nous installer dans les montagnes du Colorado, nos nouveaux propriétaires, Ben et Betty, ont tenu à nous informer de 2 faits importants au sujet de notre nouvel appartement. 1. Les éboulements sont très probables. 2. Des ours noirs et des pumas rôdent à proximité. Ces faits ne nous ont pas empêchés de louer l'appartement, mais nous étions reconnaissants aux propriétaires d'avoir eu l'honnêteté de nous le dire à l'avance. Nous avons évalué les risques, augmenté notre assurance, acheté une bombe répulsive en cas d'attaque d'ours et signé le bail. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, reconnaître la possibilité de préjudice peut accroître la confiance du prospect dans votre capacité à tenir votre promesse. Puisque nous n'avions pas de voiture à Manhattan, nous avons dû en acheter une en nous installant dans le Colorado. Nous en avons trouvé une qui nous intéressait sur eBay, mais il était risqué d'effectuer un achat aussi important sans voir réellement le véhicule. Pour apaiser nos inquiétudes, le concessionnaire qui avait mis la voiture en vente sur eBay a accepté de la photographier dans ses moindres détails, y compris une petite éraflure dans la peinture de la carrosserie du côté gauche.
voyant qu'il était disposé à inclure le moindre petit défaut dans sa description, nous étions davantage en confiance pour acheter la voiture. Nous l'avons donc achetée et constaté que tout était conforme à la description préalable. S'il n'avait pas reconnu cette possibilité de préjudice, notre concessionnaire n'aurait pas conclu la vente. Vos clients savent que vous n'êtes pas parfait, alors ne prétendez pas le contraire. Les gens ont tendance à se montrer méfiants si c'est trop beau pour être vrai. Face à une offre trop alléchante, vos prospects risquent de se demander ce qu'elle cache. Alors, au lieu de les laisser dans le doute, dites-leur la vérité, toute la vérité sur les défauts possibles et le compromis qui peut aller de pair. C'est en faisant preuve de franchise à l'égard de vos prospects qu'ils vous feront davantage confiance et que vous multiplierez vos ventes. Les barrières à l'achat. La vente commence quand le prospect dit non. Dicton de vendeur. Imaginez un instant que vous proposez une offre à un client et qu'il vous répond quelque chose du style « Non, c'est pas pour moi ». Vous remballez et partez? Il y a toujours une raison pour laquelle un client dit non. Le simple fait qu'il accepte de parler avec vous montre que votre offre suscite un intérêt minimal de sa part, sinon la conversation s'arrêterait. Si vous posez les bonnes questions, vous pouvez toujours espérer conclure la vente. Vendre, c'est identifier et éliminer des barrières à l'achat, des risques, des inconnus et des inquiétudes qui empêchent votre prospect d'acheter ce que vous lui proposez. En tant que vendeur, votre rôle principal est d'identifier et de supprimer les obstacles à la réalisation de la transaction. Levez les barrières et les objections de votre prospect et vous pourrez conclure la vente. Dans tout processus de vente, on identifie 5 objections types. 1. Ça coûte trop cher. En vertu de l'aversion pour la perte, concept abordé ultérieurement, toute dépense est ressentie comme une perte. Face à un achat à effectuer, le prospect sait qu'il renonce à quelque chose, ce qui le fait naturellement hésiter. Certaines personnes éprouvent ce sentiment de perte après l'achat, ce qu'on appelle les remords de l'acheteur. 2. Ça ne va pas marcher. Si le prospect pense que l'offre risque de ne pas tenir ses promesses, il ne va pas l'acheter. 3. Ça ne va pas marcher pour moi. Le prospect peut être convaincu que l'offre est capable de bénéficier à d'autres personnes, mais pas à lui parce qu'il est différent. Un cas spécial. 4. Je peux attendre. Le prospect peut penser que la résolution de son problème peut attendre, même si pour vous, ce n'est pas le cas. 5. C'est trop difficile. Si l'offre réclame un effort quelconque de sa part, le prospect peut être persuadé qu'il ne parviendra pas à s'en servir ou à en tirer profit. Si vous voulez surmonter ces objections le plus rapidement possible, vous devez les intégrer dans la structure de votre offre initiale. Ces objections étant très répandues, vous avez intérêt à les éliminer avant que le prospect considère votre offre pour faciliter le processus de vente. Vous pouvez supprimer l'objection numéro 1 via le cadrage et la vente basée sur la valeur. Si vous vendez à une entreprise un logiciel susceptible de lui faire économiser 10 millions d'euros par an, vous pouvez légitimement vendre votre licence 1 million d'euros par an, ce qui n'est pas cher. Il est évident que la valeur de votre offre excède largement le prix demandé. L'objection du prospect est alors discutable. Vous pouvez supprimer les objections 2 et 3 via la preuve sociale, concept abordé ultérieurement, en commençant par montrer au prospect que les clients apprécient votre offre, tout simplement. Plus vos histoires et vos témoignages correspondront au profil de votre client, plus ce sera efficace. C'est la raison pour laquelle les recommandations, concept abordé ultérieurement, sont un outil de vente si puissant. Les consommateurs ont tendance à se référer à des personnes aux situations et aux besoins similaires, et les recommandations suffisent à éliminer ces 2 objections. Vous pouvez supprimer les objections 4 et 5
via la vente basée sur l'éducation. Il arrive souvent que vos prospects n'aient pas vraiment réalisé qu'ils avaient un problème, notamment en cas de l'ignorance de l'absence, concept abordé ultérieurement. Si l'entreprise ne réalise pas qu'elle perd 10 millions d'euros, il est difficile de la convaincre que vous pouvez l'aider. Par conséquent, efforcez-vous de rendre vos clients plus avisés en leur montrant que vous connaissez leur situation, puis en les aidant à visualiser ce qu'ils obtiendraient en acceptant votre offre. Une fois que vous avez obtenu l'attention et la permission du prospect, il vous reste 2 tactiques possibles s'il a encore des objections. 1. Le convaincre que son objection n'est pas fondée, ou 2. Le convaincre que son objection n'est pas pertinente. L'approche à utiliser dépend de la nature de l'objection soulevée, mais c'est en associant le cadrage, la vente basée sur la valeur, la vente basée sur l'éducation, la preuve sociale et la visualisation que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Si votre prospect n'est toujours pas disposé à effectuer un achat, cela signifie généralement qu'il existe une problématique de pouvoir. Votre interlocuteur peut ne pas avoir le budget ou l'autorité nécessaire pour accepter votre proposition. Dans ce cas, essayez de négocier directement avec le décideur. Et si ce dernier refuse votre offre, passez rapidement à des prospects plus prometteurs. L'inversion du risque. Si vous voulez une garantie, achetez un grille-pain. Clint Eastwood, acteur américain. Les gens détestent perdre, se sentir stupide, prendre de mauvaises décisions, perdre de l'argent ou prendre des risques. Lorsque l'on arrive à la conclusion d'un deal, vous, le vendeur, êtes le risque. Dans toute transaction, l'acheteur prend un risque plus ou moins important. Que se passe-t-il si le produit ne fonctionne pas comme prévu, s'il ne répond pas à ses besoins, si cet achat est en fait une pure perte? Le client se pose ces questions lorsqu'il considère votre offre. Si vous ne lui proposez pas de solution pour y répondre, vous avez peu de chances de conclure la vente. L'inversion du risque est une stratégie qui transfère tout ou partie du risque lié à une transaction de l'acheteur vers le vendeur. Au lieu de faire supporter à l'acheteur le risque d'une mauvaise transaction, le vendeur s'engage par avance à trouver une solution satisfaisante pour l'acheteur si, pour une raison ou pour une autre, les choses ne se passent pas comme prévu. Prenez le secteur de la literie. Les professionnels du secteur font souvent dans la surenchère. Vous pouvez essayer un lit pendant 12 mois, décider qu'il ne vous plaît pas et appeler le magasin pour qu'il le reprenne et vous rembourse intégralement sans avoir à vous justifier. Incroyable, non? Non, cela n'a rien d'incroyable. Cette stratégie élimine le risque perçu par l'acheteur, une barrière à l'achat importante. Si un consommateur effectue un achat dont il n'est pas satisfait, il ne se sentira pas idiot d'avoir gaspillé son argent, ni ne sera en colère contre l'entreprise ou contre lui-même d'avoir pris une mauvaise décision. Il n'a qu'à profiter de la garantie et la retourner. Résultat, il ne réfléchit pas longtemps avant d'effectuer son achat. Pourquoi se méfierait-il puisqu'il ne risque rien? C'est comme prendre un chiot chez soi à l'essai, ce que proposent certaines animaleries. Si vous craquez pour un chiot adorable, mais hésitez à vous engager, le vendeur vous propose de le prendre à l'essai. Si ça ne fonctionne pas entre vous, vous pouvez toujours le rapporter, vous dit le vendeur. Bien sûr, il est extrêmement rare qu'on rapporte un chiot au magasin. Mais sans cette promesse, le vendeur aurait moins de clients. Naturellement, cette stratégie d'inversion du risque n'est pas toujours agréable pour le vendeur qui, lui aussi, déteste perdre. Aucun vendeur n'aime se sentir exploité ou refait, ce qui peut être le cas si un client tire profit d'une offre, mais réclame néanmoins son remboursement. La différence, c'est que l'acheteur achète à un vendeur, tandis que le vendeur vend à de nombreux acheteurs. Les clients prennent un risque à chaque achat d'être insatisfaits, tandis que vous, en vendant à de nombreux clients, vous pouvez répartir le risque de demande de remboursement sur de nombreux clients. Certes, vous perdez de l'argent sur des clients qui, visiblement, exploitent votre générosité et ce n'est jamais agréable. Mais en contrepartie,
En éliminant le risque qui fait hésiter tout client, vous réalisez un plus grand nombre de ventes et vous êtes largement gagnant en termes de chiffre d'affaires et de profit au final. Si vous voulez augmenter vos ventes, adoptez une politique active d'inversion du risque et une extension de la garantie. Si vous ne proposez aucune garantie, mettez un tel système rapidement en place et vos ventes ne tarderont pas à s'envoler. La réactivation. La clientèle représente l'actif principal de toute entreprise, parce que sans clients, il n'y a pas d'entreprise. Michael Leboeuf, professeur de business et auteur de « Comment séduire de nouveaux clients et les garder pour la vie ». La vente est un processus qui consiste à convaincre des prospects de devenir des clients. Toutefois, gagner de nouveaux clients est souvent long et coûteux. N'y a-t-il pas un autre moyen d'augmenter son chiffre d'affaires sans coût supplémentaire ou presque? La réactivation est un processus qui consiste à convaincre d'anciens clients d'effectuer un nouvel achat chez vous. Si votre entreprise existe depuis un certain temps, vous avez inévitablement des clients qui ne sont plus actifs, des personnes qui ont déjà acheté chez vous mais n'ont pas effectué de nouvel achat depuis un certain temps. Vous savez que vos offres les intéressent et avez sans doute gardé leurs coordonnées pour pouvoir les joindre. Pourquoi ne pas leur présenter une nouvelle offre pour qu'ils redeviennent des clients actifs? La société californienne Netflix, qui a révolutionné la vidéo à la demande, utilise brillamment la réactivation. Si vous suspendez votre abonnement 3 à 6 mois plus tard, vous recevez une carte postale et ou un email avec une offre de réabonnement à un tarif préférentiel. Si vous ne répondez pas, la société vous relance tous les 2 à 3 mois jusqu'à ce que vous vous réabonniez ou demandiez à être supprimé définitivement de son fichier. Netflix tirant ses revenus de l'abonnement, tout ancien client relancé avec succès permet une nouvelle rentrée d'argent tous les mois, ce qui augmente considérablement la valeur du cycle de vie, concept abordé ultérieurement, de chaque client. La réactivation est une approche plus rapide, plus simple et plus efficace pour accroître son chiffre d'affaires que celle qui consiste à attirer de nouveaux clients. Vos anciens clients vous connaissent déjà, vous font confiance et sont conscients de la valeur que vous leur fournissez. Vous avez leurs coordonnées et n'avez donc pas besoin de les chercher. Le coût d'acquisition d'un client, concept abordé ultérieurement, est alors extrêmement faible. Vous n'avez qu'à contacter ces clients et leur présenter une offre attractive. La réactivation est beaucoup plus simple si vous avez la permission de relancer vos clients. Votre liste de clients potentiels est un actif précieux, mais celle de vos anciens clients l'est tout autant. En obtenant la permission de vos clients de les relancer, vous augmentez vos chances de réactivation si, pour quelque raison que ce soit, ils cessent d'acheter chez vous. La plupart des points de vente gardent des données des clients. Qui a effectué un achat et quand? Il est relativement simple d'établir une liste de clients qui n'ont pas acheté chez vous depuis un certain temps, puis de leur présenter une offre de réactivation par email, par téléphone ou par courrier. Les campagnes de réactivation sont les campagnes de marketing les plus faciles et les plus rentables. Donnez-vous comme priorité de relancer vos clients tous les 3 à 6 mois avec une nouvelle offre pour les encourager à effectuer un nouvel achat chez vous et vous serez étonné des résultats.